Saint-Urmé là. Dans une boulangerie, tu avais le patron et la patronne. Et les deux serveuses étaient des contrats aidés, c'est-à-dire des contrats subventionnés par l'État. Donc en fait, elles étaient à peine formées, mais elles servaient, en fait, il aurait dû y avoir 2 vrais salariés en CDI, etc. Et non, c'était des contrats précaires, des contrats aidés qui coûtaient rien du tout au couple de Thénardier. Là. Thénardier, bon, je le retire. Au couple d'employeurs. Et alors une fois, je descends comme ça dans une boulangerie. Donc souvent les boulangeries, c'est un peu dangereux à Paris parce que le fournil est en dessous. Enfin là où on fait le pain, c'est en dessous. Et donc on prend un escalier extrêmement pentu. C'est presque une échelle, quoi. Parce que ça a été construit comme ça dans les années 1900 ou même avant. Donc je rentre, et je sens quelque chose là. Je sens quelque chose. Je sais pas quoi. Quelque chose de particulier. Je reste un long moment dans le fournil. Je visite partout. Je regarde où est la farine, parce qu'il y a des problèmes de maladies professionnelles avec les farines, par exemple. Tu inhales des poussières de farine et au bout d'un moment, tu ne peux plus respirer. Je sentais quelque chose, le patron était mal à l'aise, enfin, et puis il y avait beaucoup de choses en train d'être faites, il y avait beaucoup de pâtes qui étaient déjà installées, on est prêt à aller dans le four, enfin c'était curieux quoi. Comme s'il n'était pas tout seul. Alors, je tourne. Je reste une demi-heure, je pose des questions, et alors, mais c'est pas trop dur pour vous tout seul de travailler, ah si, mais j'ai l'habitude, je me lève à 4 heures, enfin bon, il raconte. Bon, je vais voir les WC, bon. Mais c'est pas trop de travail tout seul? Non. Et à un moment donné, je me retrouve nez à nez avec un mec qui était planqué depuis que j'avais commencé le début du contrôle. Et le mec, il s'était caché parce qu'il travaillait là de façon clandestine. Alors il n'était pas si clandestin que ça dans le sens où c'était pas un travailleur sans papier, c'était simplement un type qui était à la retraite et qui gagnait pas assez et qui venait au boulot. Mais évidemment, il n'était pas déclaré en tant que tel et il recevait certainement un billet de, je sais pas, 60 € par jour pour venir faire le travail d'un boulanger, quoi. Le type, il avait 72 ans et quand je l'ai chopé, quand je me suis retrouvé face à lui, il est sorti d'un coin c'était l'ombre, quoi. Il était il rentrait dans la lumière. Il m'a fait peur. Et le type était terrorisé. Il croyait que j'allais lui supprimer sa retraite. Je sais pas, je lui ai dit, mais c'est pas ça mon boulot. Mon boulot, c'est votre employeur qui doit vous déclarer. Donc, c'est vers mon employeur que je vais me tourner. Vous n'avez rien à vous inquiéter. Vous n'avez pas. Si, je vais perdre ma retraite. Je lui dis, mais non, monsieur, vous ne perdez pas votre retraite. Moi, je comprends bien, d'abord, que si vous travaillez là à 72 ans, après 40 ans de boulot, c'est que je pense que vous avez une petite retraite et que vous n'avez pas à vivre avec. Ah oui, bah, je dis oui. Voilà, mais c'est pas vous que je vais poursuivre, c'est votre employeur. De prendre un boulanger, c'est pas que vous ayez 72 ans ou 18 ans, c'est le même sujet, clandestinement. Voilà, donc ce qui est très intéressant, c'est que sur la section où j'étais, il y avait 30 boulangers. Donc, quand un boulanger te raconte un truc, l'autre d'en face, le tourteur d'en face, il te raconte autre chose, alors qu'ils font le même travail. Toutes les combines qu'ils ont, pareil sur les cafés-restaurants, enfin toutes les combines qu'ils ont pour pas déclarer, pour pas de soucis, pour pas cela, on les connaît par cœur. On a une vue d'ensemble. Il ne faut pas qu'ils nous prennent. C'est toujours la même chose. Je ne sais pas si ma question a un sens, mais est-ce que c'est plus facile de contrôler les petites boîtes, les petits artisans ou les grandes entreprises? Plus facile au sens, je ne parle pas de la relation avec les patrons,
Je parle de la connaissance du boulot et des combines, comme tu dis. Écoute, depuis 10-15 ans, je pense que les grosses boîtes se croient intouchables. Donc ce sont les plus cyniques, ceux qui te méprisent le plus. Avant c'était le contraire. Bonjour monsieur l'inspecteur, ah on est content de vous voir. Enfin toi c'était le côté cérémonial, c'est normal que vous veniez nous voir, tous les ans, ta. Et maintenant c'est tout à fait autre chose. Ça a changé je trouve. C'est-à-dire que maintenant, tu leur dis, ben, je voudrais connaître les horaires de vos cadres, ils te rient au nez, quoi. Il y a des problèmes de harcèlement dans votre entreprise. Ils disent, mais non, monsieur, absolument pas. Ils te rient au nez. À France Télécom, hein, quand tu leur dis qu'il y a des suicides, ils te disent, non, non, il n'y a pas de suicide. Bah, bon. Non, tout va très bien, il y a une très très bonne ambiance. Et comment tu expliques ça? Si tu dis, j'ai l'impression qu'ils se Pourquoi? sentent intouchables. Ah oui, ils se sentent intouchables, et donc généralement... Parce que les sanctions ne sont pas tombées? Non, pas du tout. Si tu commences à les ennuyer, entre guillemets, ils interviennent auprès du cabinet du ministre. Tout simplement. Ce que ne peuvent pas faire les petits. Bah, les petits, qu'est-ce que tu veux que le boulanger il peut intervenir auprès du cabinet, mais si tu veux, il y en a beaucoup qui le font, qui interviennent auprès du plus en ministre. plus. En plus en plus. Et Toutes les grosses boîtes. Les grosses boîtes il font. se passe quoi? Ah bah après on te demande un rapport. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On te demande ton supérieur à toi? Ouais. On te demande un rapport comme si tu étais coupable d'avoir fait quelque chose, quoi. Ils disent que vous n'avez pas été neutre, que vous n'avez pas été impartial dans le contrôle. Toi tu dis, bah non, j'ai demandé l'explication. C'est quoi impartial dans un contrôle? Impartial dans un contrôle, eh ben pour eux, c'est être neutre. Être neutre, c'est-à-dire ne pas juger ce qu'ils font. Mais l'impartialité, du fait même que tu dois faire respecter des règles. Oui, mais pour ces eux, règles, elles sont orientées. l'impartialité, c'est de dire, il y a une règle, vous la respectez pas. Et eux, ils transforment cette notion d'impartialité en neutralité, c'est-à-dire ne pas dire oui, non. C'est autre chose, ils sont sur... c'est intéressant. Ils te veulent pas comme arbitre. Oui. Hein, c'est la règle, c'est pas la règle. Oui. Vous la respectez, vous la respectez pas. Ils sont sur l'idée que tu devrais être presque leur conseiller, quoi. Tu ne dois pas leur dire qu'ils sont en infraction. Quand tu dis à un grand patron ou à son DRH, là vous êtes en infraction, vous ne respectez pas, je sais pas moi, les 11 heures de repos en 2 journées de travail, par exemple. Là, ils te disent, mais si. Alors tu dis, bon, ben, on va prendre quelque chose de simple, on va prendre les horaires des parkings. Quand est-ce que vous êtes rentré avec votre bagnole? À quelle heure vous êtes sorti? Ah oui, mais ça, c'est pas un indicateur. Bah si, vous arrivez tous les matins, vous partez tous les soirs. Oui, mais les gens s'interrompent très longtemps dans la journée, etc. Ils vont manger, ils prennent 3 heures. Monsieur, on va regarder. Ça n'empêche que il est parti à 22 heures et à 7 heures du matin, il était là. Donc les 11 heures de repos, même s'il a pris des temps et des temps pour fumer le cigare, etc., les 11 heures, ils n'y sont pas. Donc il y a une infraction. Donc ils ont le sentiment d'impunité complète. Donc si je comprends bien, parce que je ne vois pas comment ça peut se penser autrement, la neutralité, c'est le fait de ne plus contrôler. Parce que si tu contrôles, voilà, tu es obligé d'arbitrer. Bah oui, elle est respectée ou elle n'est pas respectée. Oui. Alors que si tu conseilles, tu ne peux pas commencer par contrôler. Parce que pour eux, si tu veux leur dire vous êtes en infraction, c'est leur dire qu'ils sont délinquants. Parce qu'une infraction, c'est être délinquant. Et non, ils sont créateurs de richesse. Ils sont créateurs d'emplois, ils sont créateurs de ceci, ils sont créateurs de cela. Hein, comment ils disent maintenant, le bien-être au travail.
Et les conseillers, ce serait leur préconiser des choses pour qu'ils atteignent le respect de la règle, quelque chose comme ça? Les conseillers, c'est simplement passer dans l'entreprise, leur dire ça va pas, mais continuez. C'est ça, conseiller. C'est pas leur dire faites un effort pour aller dans la règle. Leur idée, c'est pas ça. Ce qu'ils font, c'est bon pour l'entreprise. Point. Les 11 heures de repos, ah ben vous savez, c'est les salariés, ils font ce qu'ils veulent. Ah ben tiens, curieusement, ils font ce qu'ils veulent là. Non, ils ne font pas ce qu'ils veulent. C'est parce que vous leur donnez une surcharge de travail que 3 jours par semaine, ils ne font pas leurs 11 heures de repos. Et puis ils travaillent le samedi chez eux, avec l'ordinateur, le machin, le truc. Ah oui, mais on est une banque mondiale. Bah oui, une banque mondiale, oui. Bah oui. Bah alors, vous avez le droit quand même d'avoir 11 heures de repos quand même. Ah non, une banque mondiale. Vous comprenez, il faut être en veille aussi la nuit. Parce que à Tokyo, il se passe. Et quand il y a des rapports comme ça, non, je veux dire l'intervention du ministre, du ministère, et qu'on demande aux inspecteurs de faire des rapports, ça en dissuade certains de... Bien sûr. Bien sûr. Tout le monde n'est pas en acier. Et c'est ça... On n'a pas eu la même formation, pas dans la même culture, pas socialisé aux mêmes choses, enfin au même métier. Je ne sais pas comment on forme d'ailleurs aujourd'hui les inspecteurs. Ben il y a une formation à l'Institut national du travail. Elle a changé? Oui, qui est beaucoup plus justement conseiller que contrôle. Et donc ce qui te permet de résister au niveau local, c'est le travail que tu fais avec tes collègues. Parce que tes collègues ou te soutiennent dans ces affaires-là, parce qu'ils ont eu les mêmes sujets dans la banque d'à côté, ou au contraire, où ils te soutiennent, où tu te sens totalement isolé et tu n'es pas soutenu par tes collègues. C'est ça. Donc le travail collectif, entre autres, c'est d'avoir avec 10, 12, 14 personnes autour de toi la possibilité de confronter tes idées, ta manière de travailler, ton savoir professionnel, tes pratiques professionnelles, comme on dit, ta déontologie, pour dire là, je déconne pas, tu es bien d'accord avec moi, il faut faire ça. Oui, oui. Quelquefois, on se fait relire les courriers entre nous, parce que à des moments, on est tellement agacé par l'employeur qu'on dit là, je vais devoir me mettre une, parce que... Mais vous trouvez les temps pour faire ça? Ah ben, enfin, autour de moi, on prend le temps, oui. Voilà, c'est-à-dire que c'est toujours du travail. C'est pas quelque chose en plus. Tu es en plein dans le travail. Comment tu vas tourner ton courrier pour lui dire les choses et quelquefois, bah, tu n'as pas la formule. Et vous allez jusqu'à faire des contrôles à deux ou trois? À deux. On va faire des contrôles, oui. Par exemple, là, j'ai demandé depuis un certain temps un certain nombre de documents, ils ne veulent pas me les donner. J'ai demandé par écrit. Donc maintenant, je vais leur dire, je viens tel jour à telle heure, et ce jour-là, je vais prévenir, je demande que vous me mettiez à disposition les documents suivants. Si vous n'êtes pas là, vous prendrez les dispositions pour que je puisse les avoir. Donc je lui laisse 6 jours, 8 jours. Voilà. Qu'est-ce que je demande? C'est des contrats de travail. Donc il ne peut pas me dire qu'il ne peut pas les avoir, qu'il y a 1600 personnes dans la boîte. Je n'ai pas demandé tous les contrats. Et dans ce cas, vous irez à deux? On ira à deux, oui. Oui, oui. Pour étudier les documents? Pas pour étudier les documents, non. Pour constater qu'ils nous les donnent ou qu'ils ne nous les donnent pas. Il t'arrive de demander des documents aux salariés? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, souvent, ils te les donnent spontanément. C'est le cas avec le dossier. Avec le dossier. Voilà, et donc, si tu veux, quand tu travailles collectivement, tu ne peux pas travailler avec tous tes collègues, hein. Il y en a avec qui tu ne peux pas, parce qu'il y a des incompatibilités comme partout. Quand tu travailles comme ça, tu te sens plus fort, tu te sens épaulé, tu rectifies le tir quand tu dérives un petit peu, enfin tu dérives, tu sens que là c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais tu n'arrives pas à trouver, quoi.
Et puis on a des combines. Attends, passe pas par là, passe par là. Hein, voilà. Et donc ça veut dire aussi que pour être inspecteur du travail, on ne le devient pas en 6 mois. Parce qu'on a toute une série de jeunes collègues qui pensent que c'est les rois du pétrole, quoi. Ils pensent qu'ils maîtrisent les boulots. Et je leur dis toujours, non, non, ce métier-là, tu l'apprends en 10 ans. Tu peux faire plein de choses avant 10 ans, hein, mais tu embrasseras l'ensemble qu'au bout d'un moment. Enfin, c'est comme, je prends le cas du chirurgien, il y a le geste technique, mais il n'y a pas que ça, quoi, il y a plein d'autres choses. Et tu deviens bon, enfin tu deviens bon, tu peux être bon tout de suite, mais voilà, as une certaine assise qu'au bout d'un certain temps. D'où l'importance de la transmission. Alors la transmission, à chaque fois qu'il y a un stagiaire, moi je me précipite sur les stagiaires pour dire, ben attends, on va t'apprendre alors pas le métier, parce qu'on n'est pas non plus que des phénix, hein, mais pour transmettre le savoir professionnel, pour transmettre la déontologie. Enfin, on a vu tellement de conneries d'agents de contrôle, tu vois. Ils sont agents... Par exemple ils contrôlent une entreprise où ils ont été salariés avant. Et dans l'entreprise en question, il y a encore leur femme. Alors là, si tu veux, c'est le summum de l'erreur, enfin, pour pas dire plus. Mais même pas sanctionner les collègues. Non, pas sanctionner. Toi, tu fais ce métier depuis quand? 23 ans. Pourquoi tu l'as fait? T'es tombé dessus par hasard ou oui, t'avais quelqu'un dans la famille qui le faisait? Non, un peu par hasard. J'étais militant syndical et à un moment donné, il fallait que je m'arrête. Tu t'arrêtes? D'être militant syndical, j'étais dans une organisation. Voilà, mais il fallait que je sorte de cette organisation. J'étais plus ou moins permanent depuis 2-3 ans. Et donc je suis sorti de l'organisation, j'ai demandé à être reclassé au ministère, ils ont refusé. Donc je suis parti passer le concours. Que j'ai loupé 2 fois. Une fois. Et t'avais un peu idée du métier ou pas? Très peu. Très peu. Très peu. J'avais des copains qui l'étaient dans le syndicat, donc je voyais un peu ce qu'ils faisaient. Bon. Mais j'avais pas du tout la notion de la richesse du monde du travail dans lequel on va, quoi. Et t'as accroché vite? Ah bah oui, tout de suite. C'est quoi qui t'a le plus accroché? L'hygiène et la sécurité. Mais quoi, c'est de coincer le patron ou c'est de découvrir le travail? C'est découvrir... alors c'était un concours interne, on avait une épreuve d'hygiène et sécurité. Et entre autres... donc on apprenait tous les organes. Alors les yeux, le poumon, pendant la formation, les oreilles.